Charrier, je suis le directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. De formation, je suis médecin légiste. Ensuite, j'ai obliqué vers l'archéologie et vers l'anthropologie. Et c'est donc avec cette triple spécialité que j'ai fait appel à Sylvain Ordureau ici, qui était déjà bien implanté au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et le but de notre collaboration, c'était d'utiliser la science pour travailler sur des restes humains anciens, et notamment certains qui sont conservés au musée du Quai Branly. Il n'y a pas que des restes humains, surtout au musée du Quai Branly, il y a beaucoup d'objets, plus de 300 000 comme vous le savez. Et certains de ces objets bénéficient de cet outil technologique qu'est la numérisation 3D surfacique, mais également l'outil du scanner médical pour savoir un tout petit peu ce qui se cache à l'intérieur de ces objets. Et vous allez voir qu'avec Sylvain, c'est un outil qui est extrêmement pertinent, extrêmement intéressant, qui nous permet d'exporter ces images, de continuer à travailler dessus, que ce soit sur un téléphone portable, sur un ordinateur, autant pour la communauté des chercheurs que pour la communauté des visiteurs du musée. Alors on va essayer de vous montrer ce qui se fait à la fois sur le terrain, quand on est parti au Pérou travailler sur des momies péruviennes, pour lesquelles des autopsies virtuelles ont été réalisées, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas abîmé notre artefact, les restes étaient absolument intacts. Voilà, en fait, nous, on met à disposition des chercheurs, mais aussi du grand public, la capacité de visualiser des objets. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est un fardeau péruvien que l'on emmène à l'hôpital, au même titre que l'hôpital quand on a un scanner à faire. Et du coup, c'est un regard assez indiscret, mais c'est assez doux. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir le fardeau. On va directement le passer au scanner. Il n'y aura pas à détruire toute l'architecture qui est à l'intérieur. Voilà, donc là, c'est vraiment comme à l'hôpital. Et voilà, donc là, c'est un reportage qui est fait sur la 5. Ce qui est intéressant, c'est que sur la 5, il n'y a pas d'argent. Donc ça tombe bien, dans la culture en général, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ça leur a pas coûté très cher. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'avec les lunettes HoloLens, c'était en 2017 déjà, on pouvait voir à travers. Donc pour ceux qui ont vu le reportage à la télé, bon, c'est peut-être pas très nombreux ici, mais cela dit, ça a été fait avec zéro budget, pas d'effets spéciaux, alors que d'habitude, pour arriver à recaler une image à 60 images secondes, d'un point de vue technique, c'est très complexe. Là, on l'a fait, on a eu 20 minutes pour tourner le reportage, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on met à disposition des technologies qui sont quand même avec un réel impact factor à des musées qui n'ont pas forcément des budgets adaptés à ce genre de technologie. Voilà. Ça permet en tout cas aux visiteurs d'avoir l'objet devant lui, et puis ensuite de pouvoir tourner tout autour et de voir de quoi est constitué l'intérieur de cet objet. Et là, en l'occurrence, un fardeau, c'est un paquet funéraire. Vous devez imaginer une sorte de tapis dans lequel est un cadavre embaumé, momifié, recroquevillé sur lui-même, et ça permet du coup de le voir de façon virtuelle sans atteindre à l'intégrité corporelle. On est ici dans les locaux du musée du Quai Branly Jacques Chirac, ce qu'on appelle le cabinet précieux. Et vous allez nous voir avec Christophe Moulera en train d'enfiler ses magnifiques lunettes. Et l'idée, cette fois-ci, c'est de façon complètement virtuelle, tourner autour d'un objet qui, cette fois-ci, n'existe pas. Donc on a modélisé cet objet en 3 dimensions. C'est comme si là, entre madame avec son manteau rose et moi, il y avait une momie virtuelle. Alors il y a des fantômes entre nous deux, mais là, il y a une momie qui est entre nous deux. Et en mettant les lunettes, nous allons pouvoir l'un et l'autre tourner autour de cet objet. C'est ce qu'on voit ici. Avec, vous voyez, la denture, on peut même rentrer à l'intérieur de la bouche si on veut, on peut tourner la momie, et c'est une dissection virtuelle qu'on fait. C'est une vraie dissection. Et ce qui nous permet de faire un diagnostic du sexe, de l'âge, de la cause du décès, du procédé d'embaumement, et puis même parfois trouver que la momie était enceinte ou autre. Regardez par exemple, là on a un fardeau, qui est un fardeau retrouvé à côté de Lima en 1898. Et le scanner dans un hôpital parisien nous a permis de modéliser à la fois l'extérieur et l'intérieur. Et vous allez voir dans ce petit film qu'on va naviguer à l'intérieur de ce fardeau. Le premier diagnostic qu'on a mis en évidence, c'est que le corps à l'intérieur n'est pas calé par rapport à l'extérieur. La tête est en bas, les pieds sont en haut. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici, ce n'est pas la figuration du défunt, c'est la figuration de la terre-mère, la Pachamama. Et le mort est à l'intérieur comme un enfant qui retourne dans le ventre de sa mère, ce qui explique la position de la tête vers le bas. Et puis, eh bien, on détaille au fur et à mesure, et on fait une véritable autopsie, on va se rendre compte que c'est un enfant de 5 à 6 ans, qu'il a été momifié, et qu'il a aussi beaucoup d'objets à côté de lui. Il a des épis de maïs, il a un objet dans la main gauche, il a des bijoux, il a des fusailloles pour tisser, et tout ceci, ce sont des objets qu'on peut recréer grâce à l'outil informatique en résine, et présenter à côté du défunt, lors de l'exposition temporaire ou permanente de ces restes dans un cadre muséal. Donc c'est savoir sans détruire, présenter également aux visiteurs et à la communauté scientifique les résultats de notre étude. Oui, donc en fait, ces données sont assez monstrueuses. C'est-à-dire quand vous allez au scanner, on vous remet des CD-ROM. Aujourd'hui, on n'a même pas de quoi les lire dans
il n'y a plus de lecteur en fait. Et donc en fait, on donne à disposition, donc c'est une technologie qui est cloud computing, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne calculez rien sur votre téléphone portable, ni dans vos lunettes, ni dans votre ordinateur, c'est calculé à distance. Et là, vous avez du 60-90 images secondes qui vous permettent de voir comme si vous tourniez autour de l'objet. Là, ici, sur une dissection, on va pouvoir tout d'un coup passer du squelette en mode un peu dur, comme on dit, et à la radio. Vous voyez, on peut basculer à de la radio, alors que d'habitude, ça, c'est des images ou des photos ou des vidéos qu'on vous remet en radiologie. Là, en fait, on a vraiment de la 3D temps réel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas uniquement, bien sûr, dans l'archéologie, ça marche aussi dans le médical, mais dans plein d'autres secteurs. Tout le monde a besoin d'accéder à de l'information à très haute définition. Voilà. Au musée du Quai Branly, nous avons beaucoup d'objets, notamment des statues qui viennent d'Afrique subsaharienne, et on a développé également le même outil pour ces objets. On s'est rendu compte que quand vous faites des offrandes à ces statues, notamment en République démocratique du Congo, eh bien les offrandes sont faites, je prends mon voisin de droite, au niveau de la bouche, au niveau du sommet de la tête, au niveau des oreilles et au niveau du nombril. Ça s'arrête là. Et on s'est rendu compte, grâce au scanner et à l'examen des données par Sylvain, qu'il y a des trajets à l'intérieur de ces statues. Il y a des tubes digestifs, il y a un estomac gros comme le poing qui est juste derrière le nombril, et toutes ces cavités communiquent les unes avec les autres. Et je ne vous prends pas comme exemple, ça ressort de façon naturelle par un orifice que nous avons tous, et ça nous a complètement rechangé la vision qu'on pouvait avoir de l'art de l'Afrique subsaharienne. C'est une découverte que nous avons faite et publiée, et c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphie des fétiches. Les fétiches mangent comme nous et digèrent comme nous de la même façon. Imaginez la modélisation que vous pouvez faire pour présenter ceci de façon évidemment, on va dire, non pas trop cavalière, mais accessible au grand public, comme la transpiration des fétiches aussi. Vous déposez des offrandes d'huile à la surface de la statue, comme par exemple à la surface de ce masque qui appartient au musée Matisse et qui était la propriété de l'artiste. Et ce masque, en fait, il était oint par de l'huile, en plus des pigments. Le masque a absorbé complètement cette huile, et quand on présente ce masque lors de mascarades, lorsque le masque sort à l'occasion de cérémonies, eh bien le masque va transpirer par la chaleur, l'huile va ressortir à travers les pores du bois. Et ça, c'est la deuxième anthropomorphie, c'est la sudation, la transpiration. Là, ici, sur le masque Bombo, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un niveau de détail qu'on n'a pas actuellement sur un téléphone portable. Là, vraiment, vous avez du 32K de texture, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer, vous pouvez grossir, vous verrez tous les micro-détails. Quand vous êtes chercheur, c'est très important. Quand on est dans le public, c'est aussi important parce que quand vous voyez une œuvre, vous voyez voir les intentions de l'artiste, comment l'œuvre a travaillé. Pour avoir une émotion, il faut avoir un certain contact. Si vous êtes en face de Monsieur Patate, la relation ne va pas être tout à fait ça. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une restitution des objets. Là, vous avez aussi un vase Ming. Le niveau de détail, la résolution, l'éclairage autour, c'est très important. Le Global Illumination, qu'on appelle au cinéma pour faire du photoréalisme, c'est quelque chose qu'on a en temps réel avec cette technologie. Et donc, vous pouvez vraiment restituer l'objet. Un objet que tu affectionnes particulièrement, d'ailleurs. C'est une chocolatière du 17e, 18e. Cet objet-là est extrêmement important parce qu'il y a une chose qu'on fait tous. On ne fait pas forcément tous de la recherche dans les différents musées auxquels on appartient. En revanche, nous empruntons assez souvent et nous prêtons beaucoup d'objets. Eh bien, les constats d'état que nous faisons, il y a une façon beaucoup plus objective et beaucoup plus rapide de les faire. C'est simplement numériser l'objet au moment où on l'emprunte, numériser l'objet au moment où il arrive sur le lieu d'exposition et vice-versa à la fin de l'exposition. Eh bien, ce modèle-là est un modèle extrêmement performant, extrêmement objectif surtout. On n'a pas la même vision quand on observe un objet, quand c'est une personne ou une autre personne. Là, vous êtes dans une objectivité totale. Vous faites un scanner à 4 temps différents au moment de votre prêt d'objet et vous avez votre constat d'état qui est réalisé de façon quasiment naturelle. Là, ici, en fait, on sait aussi numériser des monuments, on sait aussi mesurer des tombes. On peut créer aussi son propre musée virtuel sans avoir une grande connaissance de la 3D ni du cloud computing. Franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. Vous créez votre scène, vous mettez vos objets à l'intérieur, vous gérez votre éclairage et vous pouvez faire toute votre scénographie. On a aussi la possibilité de numériser des villes, de numériser des grands bâtiments. Alors, la ville, c'est par exemple Marseille ici. On a toute la ville de Marseille numérisée par la société Bentley. Ben, vous voyez, là, c'est pas du Google Earth, là, c'est vraiment, vous avez toute la ville devant vous, ce qui vous permet ensuite d'envisager comment la ville vit, en fait, les signaux vitaux de la ville. Et voilà. Donc nous, on privilégie vraiment la qualité, et l'idée, c'est de la mettre à disposition des chercheurs comme du grand public. Un grand merci. Donc,
Peut-être une première question pour commencer, et puis après, bien sûr, s'il y a des questions dans le public, on les accueille avec plaisir. C'est par rapport aux usages des publics, comment ça s'intègre dans un parcours de visite, et quelles en sont les différentes pratiques de médiation que vous avez pu envisager? Alors, côté Musée du Quai Branly, les lunettes sont mises en avant lors de certaines journées. Par exemple, le week-end L'Ethnologie va vous surprendre, où on propose aux visiteurs de chausser ces lunettes et de partir autour de certains objets qui sont dans les collections ou dans les réserves des collections et d'y accéder du coup de façon virtuelle, à la fois en extérieur et sur le plan de l'intérieur de cet objet. Également sur le plan de la médiation, on a coporté une exposition qui avait lieu à Draguignan, qui s'appelait Momie, les chemins de l'éternité, qui sera d'ailleurs présentée au Musée de l'Homme dans 2 ans maintenant. Et cette exposition permettait, dans une pièce spécialement dédiée aux visiteurs, de chausser également ces lunettes et de faire l'autopsie virtuelle d'une momie qu'ils avaient vue dans la salle précédente. Et la salle était ouverte un peu comme une cuisine américaine. Donc ça permettait aux visiteurs de voir l'intérieur de l'objet à nouveau et de visiter tout autour. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une expérience qui est collective. Il n'y a pas une paire de lunettes, il y a 5 ou 6 personnes à peu près qui la chaussent et qui du coup partagent en cohésion. C'est une sorte d'égrégore qui se met en place et qui est assez intéressante et qui vraiment fait communion. Merci. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Sinon, une autre. On parlait budget tout à l'heure, vous parliez de faible budget. Alors, En fait, par exemple, le musée de Draguignan, la plupart des musées, en fait, vous avez plafonné à 25 000 euros parce qu'au-delà de ça, c'est un marché et c'est compliqué. Donc, si vous allez voir un studio qui vous demande pour 100 000 euros de développement, ça va prendre des années. Donc, nous, on est capable de produire, par exemple, la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, elle est accessible en ligne, en 4K, même stéréo 180. Donc, si vous avez un casque Oculus ou un casque comme celui-ci, vous pouvez la visualiser. Elle a coûté 25 000 euros. Et honnêtement, ça m'a pris 2 heures de mon temps à la fabriquer. Parce qu'on a un process de fabrication qui est tellement rapide que ça réduit les coûts de production. Donc, du coup, Philippe a pu valider les réglages, valider les temps opératoires et tous les plans. On a généré la vidéo, on l'a livrée pour 25 000 euros. Vous n'avez pas de concurrent aujourd'hui capable de livrer des vidéos de cette qualité-là, où on est précis au demi-millimètre, on voit toute l'œuvre dans différents plans, en coupe, en transparence. Voilà. C'est tellement précis qu'on est capable, sur les empreintes digitales, sur les objets, notamment sur la chocolatière que vous avez vue tout à l'heure, de faire un examen médico-légal sur l'empreinte digitale, pour vous dire quand même le degré de précision de cette numérisation. Voilà. Donc nous, en fait, chez Visor, on vient du AAA, du jeu vidéo. On sait que notre marché, c'est plutôt le jeu vidéo, mais on est aussi dans le médical. On est même FDA approved, c'est-à-dire qu'on est la seule entreprise aujourd'hui qui peut chausser des lunettes dans un bloc opératoire. Tout ce que vous avez vu sur Internet avec des gens qui portent des lunettes dans les blocs opératoires, c'est du bullshit. Vous pouvez oublier. Ils ne sont pas du tout FDA approved. C'est juste pour faire joli ou aller chercher des fonds. Voilà. Donc voilà, ça arrive comme ça. Donc il y a aussi tout ce qui est fashion business, il y a tout ce qui est architecture. Enfin, on travaille dans plein de domaines. La culture, c'est pas un domaine où il y a beaucoup de fonds, mais c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça véhicule des valeurs, ça véhicule aussi, si un jour vous avez envie de faire votre propre collection, grâce aux musées qui auront numérisé les objets, vous allez pouvoir assembler chez vous votre propre collection. Et vous savez, la collection, c'est un peu le reflet de votre âme. Le jour où vous aurez créé votre collection, ou vous irez dans la collection d'un de vos amis, vous aurez l'impression d'être dans sa tête. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement. J'avais un ami qui était artiste, qui faisait beaucoup d'images, et au lieu de scroller sur Facebook ou sur Instagram toutes les photos où on a déjà perdu la moitié de ce qu'on a regardé, le fait de spatialiser l'information, de rentrer dans un univers, vous avez l'impression d'être dans sa tête. Cette sensation-là, le jour où vous allez ressentir, vous repensez à ce que je vous ai dit. Quand vous naviguez dans l'espace virtuel de la collection d'un de vos amis, vous avez vraiment l'impression d'être dans sa tête. Voilà. Et c'est aussi une rencontre. À chaque fois que vous voyez un objet, s'il est bien numérisé, vous avez vraiment une émotion. C'était Follon, il y a 20 ans, qui m'avait dit « Moi, je suis tombé amoureux de la baigneuse de Matisse. Quand je la revois, j'avais 10 ans, j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tout au long de ma vie, j'ai revu ce tableau et j'avais comme une relation amoureuse. Si vous allez dans le monde virtuel et que vous revoyez la baigneuse, mais que c'est juste une planche avec une toile cirée, vous n'allez pas être dedans. En revanche, si vous avez tous les micro-détails, comme là, ici, vous avez un petit morceau de la cueillette des oliviers de Van Gogh, c'est ce niveau de détail qu'on a sur tout le tableau. Je peux vous garantir que de regarder en 70 par 40 ou en 7 mètres par 4 mètres avec des lunettes, ça n'a rien à voir. Vous allez passer 20 minutes à voyager dans le tableau, voir à quelle vitesse Vincent peignait ces tableaux. C'est une émotion, voilà. Et
Voilà, il faut de la qualité, quoi. S'il n'y a pas de qualité, voilà. Est-ce que ces modèles numériques en fait sont duplicables ou sont transposables en fait via d'autres modalités d'accès sur un site web Oui, alors en fait, sur on Internet? peut. Alors c'est du cloud computing, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner un flux pour accéder à la donnée. Donc les données ne sont pas copiables, ce qui rassure beaucoup les musées, et dans le médical aussi, et même pour d'autres applications. Donc en fait, c'est toujours un flux qui est porté vers des modalités. Ça peut être un casque, un téléphone portable, une tablette, un ordinateur. La beauté de ça, c'est que l'expérience est la même pour tout le monde, quel que soit le niveau de complexité ou de prix de votre ordinateur. Il ne fait que décompresser. Vous savez lire YouTube, bah vous savez lire du 3D verse, tout simplement. Et quand vous faites de l'éducation ou quand vous êtes médecin, vous voulez une interopérabilité, vous voulez être certain que tout le monde ait la même image pour le diagnostic ou pour l'apprentissage. Sinon, si vous disqualifiez les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un ordinateur puissant, c'est pas logique. Donc dans les écoles de jeux vidéo sur lesquelles on travaille aujourd'hui, dans les écoles de mode ou dans les écoles de travaux publics, tous les étudiants ont la capacité de voir la même image. Voilà. Et nous, c'est un modèle qu'on utilise également quand on donne des cours. Quand on participe aux cours à l'école du Louvre, à l'école des hautes études en sciences sociales ou ailleurs, c'est quelque chose qu'on mobilise. Il suffit juste d'avoir un accès Internet. Dès qu'on a un accès Internet, de toute façon, même en partage de connexion avec notre 4G sur notre smartphone, eh bien, ça suffit. Et du coup, ça nous permet de déplacer les objets sur le lieu même de l'enseignement, ce qui n'a pas de prix en l'occurrence. Et donc, je fais ça autant en France que quand je vais donner des cours à l'université du Paracou, à 500 km de Cotonou, au Bénin. Donc, c'est vraiment, ça permet une vitalité des collections du musée qui est extrêmement importante. C'est vraiment la démocratisation de la 3D comme on l'entend. Vous avez tous entendu parler de métaverse. Fabriquer un métaverse avec cette technologie-là, c'est même pas 20 minutes. Sans connaissance 3D, sans connaissance de cloud, si ça vous intéresse, je vous aide à vous montrer votre propre métaverse. Vous verrez, c'est super simple. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez entendu parler de Unity, d'Unreal, de tous ces technologies qui viennent des années 90, qui étaient relativement complexes, qui nécessitaient des ingénieurs 3D, des ingénieurs cloud, des gens au profil rare et cher. Là, aujourd'hui, la plupart des musées avec qui je travaille, comme le Draguignan, ils n'ont même pas la fibre, ils n'ont même pas Internet. Orange a perdu la fibre autour du musée. Comment on va leur livrer quelque chose? Ça a marché. Ils ont eu 35 000 visiteurs en 2 mois. C'était bon. En même temps, le discours de Philippe, le scénario et compagnie a joué, mais on n'a pas pu compter sur la technique. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci pour ce bel exposé et ces belles potentialités que vous nous offrez. Merci à vous.